Donc effectivement, je vais vous parler de Jupyter AI, qui est donc l'IA générative au service de Jupyter. Donc voilà, je m'appelle Jérémy et je travaille effectivement chez QuantStack, qui est une entreprise française spécialisée dans le développement open source, donc notamment le développement du projet Jupyter, Condaforge avec Mamba et également Apache Arrow plus récemment. Et la plupart de notre travail, c'est de faire des contributions dans l'open source et de travailler avec des clients qui ont basé leurs outils sur de l'open source, donc notamment Jupyter. Avant de commencer, je voulais savoir qui d'entre vous a déjà utilisé les Jupyter Notebook ou en a entendu. C'est parfait. Quasiment toute la salle. Eh bien, c'est très bien. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire trop d'introduction. Mais s'il y en a un ou deux, j'ai pas vu qui n'avaient pas levé la main. En gros, Jupyter Notebook, c'est, pour faire très simple, une suite de cellules qui permet d'exécuter du code et d'avoir des résultats. Un peu comme un REPL, un terminal. Et on a ce workflow où on va lancer du code dans une interface web comme ici. Ici, c'est Jupyter Lab en l'occurrence. Mais il y a également, est-ce que j'ai installé ? Non, je ne sais pas. Le classique notebook tel qu'on le connaît. Et donc, ce genre d'interface, c'est vraiment déjà dès le départ, ça demande en fait à être intégré avec de l'IA. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, il y a maintenant un projet qui s'appelle Jupyter AI, qui est open source, disponible sur GitHub. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là. Voilà, bon, il y a la doc et tout. Et donc, oui, un petit mot sur Jupyter. Jupyter, c'est un projet open source multi-stakeholder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule entreprise qui est derrière, une seule institution. C'est vraiment partagé. Et donc, ça ne sert pas seulement les intérêts d'une entité, telle que pourrait l'être par exemple VS Code, qui est principalement développé par Microsoft. Donc, voilà. Et on va voir pourquoi ça c'est aussi pertinent pour la suite. Donc dans les notebooks, et même si vous ouvrez un terminal et vous tapez IPython dans le terminal, vous avez accès à ce qu'on appelle des Magics. Donc ici j'ai la Magix LS qui permet de faire lister les fichiers que j'ai sur mon disque dans ce répertoire. Mais c'est également possible d'utiliser des Magics comme injecter du code HTML pour l'avoir rendu dans la cellule juste en dessous. Voilà. Et donc avec Jupyter AI, il y a également la notion de Magics. Donc c'est Jupyter AI Magics. Et donc ça donne accès à le pourcentage AI. Donc si on fait pourcentage AI help, on a de l'aide sur l'utilisation de cette Magic. Si on fait list, on a accès à tous les modèles qui sont disponibles via Jupyter AI. Donc là, si j'ai une croix, c'est-à-dire qu'il n'est pas installé. Si j'ai la checkbox, c'est-à-dire que je l'ai installé et qui sont du coup utilisables dans l'interface. Et donc ici, si j'utilise Mistral AI Costral Latest et que je lui demande de générer du code pour faire un prompt du nom et ensuite me l'afficher, donc il m'a généré une cellule, donc il l'a ajouté directement au notebook. Je rentre le nom et ensuite c'est comme si je l'avais écrit moi-même, mais c'est juste que je me suis fait aider par le modèle directement dans le notebook. Donc avec les SendMagics, on peut également avoir des alias. Donc ici, si je tape MLL par exemple pour Mistral Large Latest, ça permet d'éviter de taper à chaque fois le modèle en entier. Donc ici, si je lui demande cette fois-ci, donc là je lui ai demandé en anglais, mais là je peux également lui demander en français en fait, de faire le classique PGCD en fonction avec quelques exemples. Et pareil, il me crée une cellule juste en dessous qui est exécutable. Voilà. Et donc les Magics permettent aussi donc, de générer du code, mais aussi des données dans un format spécial. Donc si je lui demande ici de générer une string de GeoJSON avec les coordonnées de Grenoble,
Donc là, je l'ai prompté un petit peu pour éviter qu'il me sorte quelque chose qui soit un peu cassé. Donc quand je testais ça, parfois, c'était pas toujours... comment dire, on pouvait pas toujours compter dessus, mais là apparemment il a réussi. Et donc avec les renderers qu'il y a dans les Jupyter Notebook, on peut même explorer le JSON directement sans avoir besoin de l'ouvrir dans un autre éditeur. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Donc ça utilise Mistral pour l'exemple, mais je pourrais également utiliser d'autres providers, comme on a vu. J'avais aussi Anthropic d'installer. Mais c'est également possible d'utiliser des modèles en local. Donc là, j'ai un petit lama, là, la tête de lama ici. Donc c'est-à-dire que j'ai Olama qui tourne actuellement sur la machine et je peux lui demander, pareil, de me sortir un exemple de code de DataFrame Pandas et de faire un prompt avec Matplotlib. Donc normalement, j'ai installé les dépendances. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi il a sorti une histoire de French Cities, peut-être parce que on avait parlé de... Non, pourtant, c'est bizarre parce que je vais pas utiliser le même modèle. Enfin bref, peu importe. Le plot est là. Voilà. Donc ça, c'est pour les Magics. Donc c'est un peu là-dessus que se démarquent aussi les notebooks. C'est parce on a vu qu'il y avait VS Code, mais VS Code, les intégrations qu'on a vues, c'était principalement donc un chat, les modes agents, sans avoir vraiment une intégration dans le code même, là, comme c'est le cas ici. Mais donc dans Jupyter AI, il y a également le fameux chat panel. C'est difficile de faire sans actuellement, donc il est là et il permet de configurer le modèle que l'on souhaite utiliser. Donc ici j'avais déjà préchargé pour que ça aille plus vite. Le modèle d'embedding et un modèle de complétion, et ici de gérer également plusieurs API keys. Donc là j'en ai ajouté 3. C'est-à-dire qu'en fait je ne suis pas vraiment lié à un seul modèle. Il n'y a pas que Copilot qui fonctionne dans Jupyter AI. En fait, n'importe quel modèle peut être intégré. Et de base, il y en a beaucoup. Et ça suit un peu la philosophie dont je parlais au début, là, donc de Jupyter, qui est en fait un outil qui vraiment permet de customiser comme on le souhaite et qui n'est pas lié à un seul provider. Donc il n'y a pas le choix clair de on va utiliser les modèles d'OpenAI. Non, on laisse l'utilisateur choisir ce qu'il souhaite utiliser. Et donc là, à partir du moment où on a des clés d'API comme Mistral, Anthropic, on peut les fournir dans le panel de chat et l'utiliser. Voilà. Donc ça demande peut-être un petit peu plus de configuration pour pouvoir avoir la première interaction avec le chat. Mais une fois que c'est fait, ça peut rester là et ça utilise des clés personnelles ou partagées par une entreprise. Et un cas d'usage notamment de Jupyter, c'est d'avoir une instance hébergée quelque part en interne sur un serveur et ensuite de donner accès à cette instance à des utilisateurs sans qu'ils aient besoin d'installer quoi que ce soit sur leur PC. Et donc, ça permet à des administrateurs de configurer tout ça en amont également. Donc voilà, s'il y a des modèles propriétaires ou s'ils veulent vraiment avoir contrôle sur tout, notamment l'usage des clés, ils peuvent le faire assez facilement. Voilà. Donc si je fais ça, et ensuite je peux lui dire, je sais pas, generate some... On peut même écrire en français sans les accents power. Génère du code Python. Je pense qu'il est capable. Pandas, voilà. Voilà. Et du coup, il nous sort ça. Et donc, il y a l'intégration, par exemple, avec le notebook. Donc, on peut ajouter les cellules directement comme ça. Donc, c'est assez. Il y a également ça dans VS Code. C'est assez pratique. Voilà. Il y a également la possibilité de dire, voilà, je veux que tu m'expliques ce code-là. Donc, il va envoyer le code qui est sélectionné et il va nous sortir un peu d'explications sur ce qu'on lui a envoyé. Il y a également la possibilité de sélectionner du code et on va dire explain this. Et là on dit send message with selection. D'ailleurs là l'interface est en anglais, mais c'est possible de la mettre en français aussi dans Jupyter. Voilà, donc ce qu'on attend d'un chat. Et ce qui est également possible à peu près partout. Mais ce que Jupyter AI propose de plus, c'est également la possibilité de générer des notebooks. Donc ici, il y a la commande. Donc si vous tapez slash, il y a la possibilité de choisir plusieurs commandes. Et il y en a une où c'est justement de générer. Donc là, c'est génère un notebook qui montre comment on crée des random arrays avec NumPy. Voilà.
Donc là, il met un petit peu de temps. Une fois qu'il l'a créé, il me dit voilà, il l'a mis ici. Donc si je retourne dans les fichiers, il est prompté de façon à ce que le notebook soit valide. Parce que le notebook, c'est un fichier JSON à la base. Donc si on l'ouvre avec un éditeur normal, c'est juste du texte. Voilà. Et JSON, on sait tous que c'est... Il suffit qu'il y ait une virgule de trop et il s'ouvrira pas. Donc ici, il y a des... Jupyter AI fait en sorte que le notebook soit utilisable ensuite dans l'interface. Et donc là, voilà, ça peut être pratique, par exemple, pour, encore une fois, l'idée de la page blanche. On ne sait pas comment commencer. On demande de générer un notebook et ensuite on continue. Voilà. Et dans Jupyter AI, il est également possible de lui demander d'apprendre des choses sur des fichiers en local. Donc ici, j'ai téléchargé les docs de Jupyter AI. Donc c'est du Sphinx. Donc c'est des... On peut les voir d'ailleurs. Je les ai mises là-dedans. Voilà. En fait, comme on avait la doc juste avant, c'est la doc pour ça. Voilà. Mais si on est feignant et on ne souhaite pas utiliser la recherche qui peut parfois pas être super satisfaisante, eh bien, on peut lui dire d'apprendre par rapport à ce dossier. Donc, si on fait ici /learn data, donc je l'ai fait avant, donc ça sera peut-être un peu plus rapide. Quoique, moi j'ai l'impression qu'il le refait, ouais. Donc là, il va utiliser le modèle d'embeddings que j'ai configuré juste avant. Et il va créer ce qu'on appelle une vector database. Il me semble qu'il y avait quelques informations là-dessus sur les présentations précédentes. Et ensuite, une fois qu'il aura fini, on pourra lui demander des choses sur ça. Donc, ah voilà, ça y est. Enfin, faut quand même être patient aussi, parfois. Voilà, donc si je lui demande quelque chose qui est disponible que dans la doc de Jupyter AI, donc maintenant cette information-là, en fait, elle est peut-être même disponible dans les modèles grand public, parce que peut-être que la doc a déjà été indexée, mais à l'époque, quand la feature a été ajoutée, la doc n'était pas encore disponible dans, par exemple, ChatGPT, parce qu'il y avait une cut-off date. Donc c'était pratique d'avoir ça, par exemple, pour lui demander des choses. Donc là, si je demande comment je peux créer un custom provider, eh bien, il va chercher dans la vector database et il va me sortir les infos pour pouvoir faire ça. Et donc, si on va dans Developers, en fait, ça correspond grosso modo à ce qui est là. Voilà, on retrouve du cookie cutter et tout. Mais bon, c'est pratique. Voilà. Donc, Custom Provider, c'est aussi donc une feature de Jupyter AI qui permet d'ajouter des providers qui ne sont pas forcément dans Jupyter AI de base. C'est-à-dire, si vous utilisez un modèle qui est tout juste sorti il y a 2-3 jours et qui n'est pas intégré dans Jupyter AI, vous pouvez utiliser vous pouvez créer un paquet Python qui va utiliser le concept de entry points pour pouvoir ajouter le provider comme ça. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a également le support pour les code completions. Donc là, c'est le ghost text comme on a l'habitude de voir dans Copilot. Voilà, on peut également intégrer ça dans Jupyter AI avec le petit item ici. Voilà. Donc ça, c'était Jupyter AI, les features de base. Et je voulais également en profiter pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Donc, on est le 1er avril 2025 et cet univers change très très vite. Et je ne sais même pas si tout ça sera encore d'actualité dans 2 mois. Mais toujours est-il que... Donc là, c'est des features d'IA, on va dire, classiques, entre guillemets. Et donc maintenant, donc on a vu qu'il y a aussi la possibilité d'intégrer des agents. Il y a aussi l'histoire du MCP qui est aussi assez récent. Et donc, progressivement, dans Jupyter, il y aura également ces features qui vont arriver. Et pour l'instant, il y a une extension qui s'appelle JupyterLab Magic Wand, qui est développée par un contributeur Jupyter qui travaille actuellement à Apple. Et ils ont commencé à expérimenter avec de l'IA qui ne soit pas forcément du chat ou des Magics, mais qui soit un petit peu plus, on va dire... Enfin, c'est marrant de dire Magics et ensuite dire que ça soit un peu plus magique, parce qu'effectivement, c'est une baguette magique.
Et l'idée, c'est de cliquer dessus jusqu'à ce que ça nous fixe le code. Et là, on voit que ça marche pas tout le temps. Parce que là, en fait, il nous sort un résultat pas super bien formaté. Donc, je pense qu'il y a un peu de travail à faire avec le prompt. Mais en gros, si on enlève tout ça, et on enlève tout ça, voilà. Je pourrais le faire plusieurs fois de suite. Et en fait, ça va interroger le LLM configuré actuellement. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça pose une base au moins, et qu'ensuite, ça nous permet d'un peu d'expérimenter avec ce genre d'interface ici, où il y a la cellule de départ et la cellule d'arrivée, et ça permet un peu d'avoir un diff aussi, comme ça, dans le notebook, directement à côté de la celle qu'on a voulu fixer, mais au final, ça n'a pas marché. Enfin bref. Voilà, donc tout ce qui est agents, et également un petit aperçu d'une pull request qui est dans Jupyter AI, qui n'a pas encore été mergée, mais donc il y a des personnes de D-Show, il me semble, qui ont travaillé sur une amélioration un peu de la UI pour Jupyter AI, qui permettrait d'avoir un peu le contrôle I de VS Code pour avoir des petits dialogues comme ça inline, pour pouvoir itérer sur le code très rapidement, au lieu d'avoir à passer par le chat, copier, coller ou injecter le code et ainsi de suite. Donc ça, c'est des petits éléments du UX, mais qui sont au final quand même utiles. Ça permet de gagner quelques secondes par-ci par-là. Voilà. Donc voilà pour les agents. Donc ça, c'était Jupyter AI. Donc Jupyter, ça fonctionne avec un serveur Python qui tourne sur une machine, on va dire, normale, ou sur un serveur. Et ça, c'est un client web. Donc c'est une page web qui fonctionne, qui tourne dans un navigateur. Donc ici, en l'occurrence, Chrome. Et il y a également un projet dans l'univers de Jupyter qui s'appelle Jupyter Lite. Jupyter Lite, c'est en fait Jupyter, mais tout dans le navigateur. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de serveur, tout est juste une collection de fichiers statiques. Donc HTML, CSS, JavaScript. Et le plus important, WebAssembly. Donc WebAssembly, c'est le nouveau standard web qui permet d'exécuter du code qui n'est pas web de base, mais dans un contexte web. Donc par exemple, on prend du C, C++, ou même du Rust, on compile en WebAssembly et ensuite on peut le lancer et le faire tourner dans un navigateur. Et donc Jupyter-Lite est basé sur Pyodide notamment. Pyodide, c'est un build de l'implémentation standard de Python qui s'appelle CPython en WebAssembly. Et donc ça permet d'utiliser Python dans le navigateur web. Et ici, en l'occurrence, c'est hébergé sur GitHub Pages. Donc GitHub Pages, si vous l'avez déjà utilisé, c'est un peu aussi comme GitLab Pages. C'est que du statique. C'était utilisé pour faire des blogs à la base. Nous, maintenant, on l'utilise pour faire des plateformes de scientific computing accessibles à tout le monde. Et donc là, il y a Pyodide, et je peux lui dire import this, et ça tourne du Python dans le navigateur. Voilà. Et donc, on a commencé à se poser la question comment on peut utiliser les outils d'IA dans cet environnement-là. Parce que pour l'instant, Jupyter AI, c'est basé sur LangChain, qui est donc écrit en Python de base. Mais il y a également une version JavaScript de LangChain qui s'appelle LangChain.js. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler sur... c'est un peu une version de Jupyter AI, mais pour Jupyter-Lite, qui s'appelle, de façon très originale, Jupyter-Lite AI. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, voilà, si on arrive sur cette page où quelqu'un vous envoie un lien, instantanément, vous avez accès à un environnement qui permet d'écrire du code ou faire autre chose, ce que permet de faire Jupyter. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a également un chat. Donc, il y a quelques éléments qui sont différents par rapport à Jupyter AI de base. Donc on a un chat. Donc voilà, on est encore sur GitHub Pages. Mais dans les settings, on peut configurer un provider AI. Donc ici, on peut choisir quelques modèles qui sont intégrés de base. Il y en a beaucoup moins que dans Jupyter AI pour l'instant.
Mais tout ça, c'est basé sur un système d'extension de Jupyter Lab qui permet d'en rajouter de nouveaux si on veut. Et donc, il y en a un qui est particulièrement intéressant et que je voulais montrer aujourd'hui, c'est Chrome AI. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Chrome AI, c'est en fait dans Chrome, dans les dernières versions de Chrome, il y a maintenant un LLM. C'est basé sur une version de Gemini Nano. Et donc, ça permet d'utiliser un LLM dans le navigateur via du JavaScript. Pour l'instant, c'est derrière des Chrome flags. Donc, il faut aller dans Chrome, activer un ou deux flags pour pouvoir accéder à ça. Et une fois que vous avez accès, il suffit donc de exécuter ce genre de code en JavaScript et de pouvoir accéder à un LLM. Donc ici, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de bluff. Donc si on ouvre... Voilà, c'est la ligne que j'ai montrée juste avant. Donc en fait, le plus important ici, c'est le window.ai. Donc voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez même le tester. En fait, le lien est disponible. Vous pouvez cliquer dessus et voir si ça fonctionne. Je me souviens plus exactement des limitations. Donc ça ne fonctionne pas sur Firefox pour l'instant. Il est possible que le window.ai devienne disponible comme standard web à un moment donné, mais pour l'instant, il n'y a que Chrome ou les navigateurs basés sur Chromium qui l'implémentent. Et donc ensuite, on peut faire session.prompt generate a poem, par exemple. Voilà. Et voilà, il nous sort directement ce qu'on lui a demandé. Donc ça, il y a une API également pour faire du streaming. Et donc, on l'a intégré dans JupyterLite. Et give a sample Python code. Et voilà. Et donc, il peut nous sortir ce qu'on lui a demandé. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tout est dans le navigateur. Donc, il n'y a pas de requête qui est faite à l'extérieur. Ça utilise vraiment que les ressources de la machine. Donc, évidemment, les machines un peu plus vieilles auront sûrement du mal à faire de l'inférence via le Gemini Nano qui est dans le Chrome. Mais on peut supposer que dans les années à venir, ça va généraliser et que au fur et à mesure où les specs des machines vont s'améliorer, la plupart des personnes auront accès à ça. Donc ils appellent ça du built-in AI, c'est-à-dire directement dans les navigateurs. On a déjà été exposé un petit peu à ça avec les smartphones aussi, où ils ont commencé à intégrer des modèles en local pour faire certaines tâches. Mais ici, maintenant, c'est du LLM. Ça peut être pratique pour plein d'autres choses également. Ils vont exposer d'autres API, mais en fait, ça bouge tellement vite aussi. Je me souviens, il y a peut-être un mois ou deux, on avait un truc qui marchait, ensuite ça marchait plus parce que Chrome avait été mis à jour et ils avaient changé des choses. Donc voilà, ça peut bouger assez rapidement. Enfin, bref. Et un autre exemple que je voulais montrer pour tout ce qui est IA dans le navigateur, c'est WebLLM. Donc ici, si on repart, donc là, cette fois-ci, j'utilise un build local d'un JupyterLite. Donc c'est toujours un serveur statique qui me donne tout le JupyterLite, mais c'est local parce que pour l'instant, c'est encore en mode draft. On l'a pas réalisé la feature, donc c'est encore assez nouveau. Mais ici, on a un provider supplémentaire, c'est WebLLM. Et WebLLM, c'est un projet qui est également assez récent, qui est également sur GitHub ici. Et ça permet de faire de l'inférence dans le navigateur. Et ça utilise donc quelque chose qui est assez nouveau aussi, c'est WebGPU. Donc c'est l'accès au GPU depuis un navigateur web. Mais ça permet d'avoir des inférences beaucoup plus rapides. Et donc, ils ont quelques modèles de compatibles, notamment le Mistral ici. Et c'est pareil ici, je peux lui demander, je sais pas, what's 2 plus 2. Voilà, bon, c'était rapide. Mais je repars d'ici. Donc je peux lui demander par exemple d'utiliser Llama 3.2. Et si on change le modèle ici, on voit tout en bas qu'il le retélécharge. Mais s'il est déjà téléchargé, il va le garder en cache. Donc
il y a un prix à payer, c'est le prix du téléchargement qui est pour ce genre de modèle de l'ordre de 1 giga quelque chose. Donc c'est assez lourd, mais une fois qu'il est téléchargé, il est stocké. Donc là, c'était assez rapide parce que je l'avais déjà préchargé. Et donc là, encore une fois, on se retrouve avec un environnement vraiment local. Donc une fois qu'on a le LLM d'installer ici, on peut lui demander quelque chose et il n'y a rien qui sort. Donc ça, c'est aussi pratique, on va dire, pour tout ce qui est vie privée, la confidentialité des données et tout ça. Voilà, donc les pros, ce que je viens de dire, ça tourne dans le navigateur, c'est du local. On n'a pas de requêtes qui partent soit sur un serveur, soit à l'étranger, avec des données sur lesquelles on n'a pas trop de contrôle. Enfin bref, où ça devient difficile à traquer. Et ça peut même fonctionner hors ligne. J'avais vu quelqu'un une fois qui avait utilisé ça pour, je sais pas, dans un vol ou un endroit ou dans un train où il n'y a pas une super connexion. Il s'était amusé à télécharger tous les modèles en local. Il pouvait travailler avec un LLM en local dans son navigateur sans avoir besoin d'Internet. Donc ça, c'était assez pratique. Par contre, effectivement, il n'y a pas tous les modèles de disponibles. Et ils sont probablement pas encore aussi bons que ceux qu'on peut avoir via des API, notamment Claude Sonnet. Et pour avoir une bonne performance, il faut encore une bonne machine. Comme tout tourne en local, c'est un peu ça aussi le problème. Voilà. Et donc, ça nous amène un peu à quoi s'attendre pour la suite. Donc, là, on a vu un snapshot d'aujourd'hui. Donc, on a Jupyter AI V2, c'est ce que je vous avais montré au début. Il y a Jupyter AI V3 qui est en développement. Il y a déjà une pré-release de disponible qui va aller un peu plus loin. Donc, dans l'univers Jupyter, il y a également la possibilité d'avoir de la collaboration en temps réel avec Jupyter Collaboration. Et l'idée, c'est au lieu d'avoir juste un utilisateur, un LLM ou un modèle, on intègre d'autres collaborateurs, donc des personnes, on va dire, normales, qui ont également accès à un bot. Voilà, ils peuvent chatter avec le bot. Donc là, c'est pas la V3, ici, c'est V2. Et donc dans les futurs développements, il y aura la possibilité d'avoir le bot nous suggérer des edits aussi, un peu comme on a vu dans Copilot ou dans le screencast tout à l'heure, mais en prenant des prompts d'autres personnes. Donc là aussi, ça pose des questions de sécurité. Donc tout ça n'est pas encore totalement défini. Mais il y aura également d'autres améliorations comme ajouter des fichiers, par exemple, au chat, d'autres améliorations d'un point de vue de la UX. Voilà. En parallèle de ça, il y a également du travail sur tout ce qui est formalisation du protocole Jupyter. Donc, sans rentrer trop dans les détails, Jupyter, c'est pas seulement une interface pour lancer du code Python. Ça permet d'utiliser d'autres langages. Donc ici, je crois qu'on avait... voilà, je peux faire également du JavaScript, mais il y a également du R, qui est utilisé aussi pas mal dans la data science. Il y a quasiment tous les langages ont ce qu'on appelle un kernel, un noyau d'exécution. Donc Jupyter définit un protocole qui permet à l'interface de communiquer avec le noyau d'exécution. Et tout ça, c'est standardisé. Et donc maintenant, il y a la question, est-ce qu'on peut également standardiser tout ce qui est IA, c'est-à-dire, par exemple, si on a une variable en mémoire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, demander au kernel qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je rajoute une colonne à une data frame, à cette data frame-là en particulier. Et donc, comme le noyau aurait accès à tout le contexte en mémoire, il pourrait, par exemple, fournir une réponse adaptée du coup à la question en prenant en compte le state, donc l'état actuel du kernel. Voilà. Donc c'est encore en discussion, mais il y a de l'activité là-dessus. Voilà. Donc ensuite on a les LLM dans le navigateur, c'est ce qu'on a vu juste avant. Pour aller plus loin dans Jupyter Light AI, on va regarder pour également intégrer tout ce qui est Transformer.js, donc des LLM plus petits. Et ce qui est intéressant également, c'est des LLM plus spécialisés dans une tâche en particulier
ce qui permettrait par exemple d'avoir un LLM spécialisé dans le Python seulement, qui soit plus petit, donc peut-être que quelques centaines de mégas à télécharger, parce qu'on n'a pas, par exemple, besoin de savoir comment coder en JavaScript ou en autre langage, on veut que du Python. Donc il y aurait la possibilité d'avoir des choses un peu plus taillées, on va dire, pour un cas particulier. Voilà. Et pour le coup, ces modèles-là pourraient potentiellement tourner dans un navigateur directement. Voilà. Et enfin, voilà, Agents, on a vu un petit peu. MCP, c'est pareil. Jupyter AI V3 a également pour objectif d'intégrer tout ce qui est MCP, mais c'est pas encore sûr que ça sera dans V3. Mais il n'y a vraiment aucune raison de ne pas intégrer cet outil-là s'il est déjà également disponible dans d'autres éditeurs. Et en parallèle de ça, il faut également noter qu'il y a eu un autre projet qui a également des features intéressantes, qui a été démarré par un contributeur de Jupyter également, qui s'appelle Notebook Intelligence, et qui a démarré à la base comme un intégrateur de GitHub Copilot dans Jupyter Notebook. Donc si vous aimez vraiment GitHub Copilot, et GitHub Copilot est honnêtement très très bon, faut l'avouer, eh bien vous pouvez en fait utiliser votre login GitHub dans Jupyter Lab, et vous aurez accès à GitHub Copilot comme si vous étiez dans VS Code. Voilà. Donc si les personnes qui préfèrent utiliser les notebooks peuvent également utiliser ça. Mais entre-temps, Notebook Intelligence a également évolué pour intégrer d'autres modèles et d'autres features. Donc voilà, c'est le monde de l'open source. C'est open source. Jupyter AI est open source. On connaît le contributeur de Notebook Intelligence. Donc il y aura peut-être quelques convergences à un moment donné là-dessus, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent aussi sur toute la stack. Voilà. Eh bien, je crois que c'est 30 minutes pile poil. Donc voilà, c'est la fin. Merci d'être venu. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy. Y a-t-il une ou deux questions? Voilà, c'est tellement changeant. Ah si, voilà. Ça qui est bien finalement, c'est que si on y pense, dans les présentations qui ont eu lieu en début d'après-midi, probablement que ce qui vous a été raconté est en partie plus d'actualité désormais, 2 heures plus tard, mais bon. Oui, bonjour. Donc en fait, il y a des choses déjà dans Chromium déjà, de l'AI, c'est ça, quand on va dans la console Ouais, exactement. Okay. Alors c'est derrière des ce qu'on appelle des Chrome flags, mais non, c'est pas le bon celui-là, c'est ici. Et donc ici, si on... Voilà. Dans les Chrome flags, je sais pas si vous avez déjà utilisé ça. C'est un peu les... Ouais, voilà. Moi, pareil, j'utilise Firefox d'habitude, mais pour accéder à ça, il faut passer par Chrome, du moins pour l'instant. Chromium également, normalement. Ouais, normalement. Ça permet de... Il y a tout un tas de choses, hein, c'est infini comme liste, quasiment. Et en général, il faut savoir ce qu'on fait quand on en active un. Voilà, donc il faut l'activer ici. Et il y a également le prix à payer de télécharger le modèle en amont avant de pouvoir l'utiliser. Donc je sais plus, je crois que c'est de l'ordre de 20 gigas celui-là par contre. Hein, donc il est assez... c'est nano, mais, mais il est quand même assez... Ouais. Voilà, donc pour vérifier qu'il est installé, il faut faire Developer Tools, AI, window.ai. Je sais plus si c'est pas Windows... Voilà. Windows AI Language Model Capabilities. Donc cette API est déjà déjà changé plusieurs fois. Donc c'est normal, c'est tout expérimental. En même temps, c'est dans les flags. Donc voilà. Mais bon. Et ici, il dit available readily. Mais sinon, le plus simple, c'est d'aller sur chromeai.org. Et donc là, comme je l'ai d'activer dans mon navigateur, je peux directement chatter ici. Voilà. Ça s'utilise la méthode. Et si vous l'avez pas d'activer, normalement il y a quelque chose, je sais plus, il doit y avoir une pop-up qui s'affiche pour savoir comment c'était les flags correctement, voilà.